Place au journal de l'économie, c'est avec Sophie Hulot que vous voyez sur ce plateau. Bonsoir Sophie. Bonsoir Aude. Nous commençons votre chronique ce soir avec la clôture de Wall Street, une clôture résolument dans le vert ce jeudi. Le Dow Jones gagne en effet 1,04% ce jeudi, boosté par les chiffres de l'emploi dans le secteur privé. Ils sont en progression nettement. 158 000 embauches dans le secteur privé enregistrées au mois d'octobre. C'est la plus forte progression depuis le mois de février et c'est bien au-dessus des attentes. Deux autres indicateurs sont dans le vert outre-Atlantique. Les dépenses de construction augmentent et la confiance des consommateurs affiche son plus haut niveau depuis 4 ans. Et ces bons indicateurs ont aussi boosté les marchés financiers européens. Oui, effectivement, très nettement, à Paris, le CAC 40 gagne 1,35%, même si les échanges sont restés assez limités en ce jour férié. À Francfort, le DAX clôture en hausse également de 1,03%. Enfin, à Londres, le FTSE prend 1,37%. En revanche, un gros point noir, une fois de plus, c'est la Grèce. C'est un vent de panique qui a soufflé sur la bourse d'Athènes. Les titres des banques grecques se sont effondrés. Les investisseurs doutant de la capacité du gouvernement à faire voter les nouvelles mesures d'austérité. Du coup, vous l'avez vu, la bourse a clôturé en très forte baisse, moins 5% ce jour à Athènes. Et le budget de l'Union européenne plonge le gouvernement britannique dans l'embarras. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque le gouvernement de David Cameron a subi un camouflet assez violent hier. Alors, le budget de l'Union européenne de 2014 à 2020 doit être défini lors d'un sommet extraordinaire. Il aura lieu dans 3 semaines. Et hier, donc, je vous le disais, les députés britanniques ont adressé un camouflet sévère à David Cameron. Ils ont voté en faveur d'une réduction de ce budget de l'Union européenne, alors que David Cameron prenait plutôt un gel. Du coup, il se retrouve dans une position délicate face à ses partenaires européens. Réponse obligatoire ce jeudi de son ministre des Finances, George Osborne. Le ministre britannique promet un bon accord. Écoutez-le. Tout le monde veut voir une diminution du budget européen. Les négociations viennent de commencer et il y a 26 États. Mais soyons clairs, nous nous opposerons à tout accord qui n'est pas bon pour la Grande-Bretagne. Le choix sera simple, nous n'accepterons un accord que s'il est bon pour la Grande-Bretagne. Les derniers chiffres de l'économie, Sophie, engagent à l'optimisme en Chine. L'industrie manufacturière chinoise renoue avec la croissance. L'indice PMI s'établit en effet à 50,2 pour le mois de septembre. Alors cet indice, il s'agit en fait d'un véritable baromètre du secteur manufacturier. Quand il passe le seuil des 50, c'est une période de croissance. C'est donc le cas, un indicateur encourageant. Regardez. En Chine, les entreprises reprennent des couleurs. En octobre, l'activité manufacturière est repartie à la hausse après 2 mois de recul. L'indice PMI lié à la consommation a augmenté de manière significative. Cela indique que la demande des consommateurs encourage positivement une croissance stable. Depuis septembre, la demande extérieure pour nos produits a également augmenté. C'est l'autre raison de la stabilité de notre croissance. Un signe encourageant qui pourrait montrer que la demande intérieure est en hausse, un enjeu important pour l'économie chinoise. Il pourrait y avoir d'ailleurs quelques changements dans la politique économique du gouvernement avec le congrès du Parti communiste la semaine prochaine. Le modèle de croissance à la chinoise a bien marché ces 20 dernières années. Mais cette croissance est devenue très nerveuse et instable. Malheureusement, il y aurait dû avoir un changement bien avant car il y a eu une accumulation de dettes. Et la Chine pourrait bien ravir la place de première économie mondiale aux États-Unis d'ici 2017, selon le FMI. Ce l'ombre au tableau, une croissance mondiale en berne qui menace directement les exportations chinoises, le moteur de l'empire du milieu. La Chine est touchée par la crise de la dette européenne, l'Europe, qui reste son principal partenaire commercial. Rien ne va plus du côté des entreprises d'électronique au Japon. Alors elles font face, il faut le dire, à la domination assez insolente d'Apple et de Samsung. Et les anciens fleurons nippons peinent à s'en sortir. Sony, Sharp ou encore Panasonic, les unes après les autres, ces grandes entreprises annoncent des pertes et des plans de restructuration. Mariam Pirzadeh. Des pertes massives, c'est ce qu'annoncent les géants de l'électronique japonais. Panasonic, Sony, Sharp sont désormais dans le rouge. Sharp qui prévoit un déficit net de 4,5 milliards d'euros. En cause une baisse des prix des produits qu'il vend et une chute de vente des téléviseurs LCD au Japon et en Chine. Panasonic a lui fait trembler les marchés avec une prévision de déficit net de plus de 7,6 milliards d'euros. Sony n'est pas en reste. Les ventes de ces téléviseurs à écran plat dévissent, un tiers de ventes en moins sur un an. Conséquence directe, chez les sous-traitants,
Face à ces chutes de vente de téléviseurs et d'ordinateurs, Toshiba a dû réduire de 30% la production de ses puces. Alors pourquoi une telle chute? Les fabricants nippons dominaient le marché de l'électronique grand public. Mais aujourd'hui, la concurrence est rude face aux marques sud-coréennes et taïwanaises. Autre difficulté, la puissance du yen. La monnaie japonaise étant très forte, les ventes réalisées à l'étranger sont handicapées lors de la conversion. Les produits Made in Japan sont donc beaucoup moins compétitifs dans un marché beaucoup moins dynamique. La crise européenne a fortement ralenti la demande et pour certains spécialistes, le modèle économique japonais serait à revoir pour proposer des produits plus novateurs et plus séduisants sur le marché mondial face à l'américain Apple ou au sud-coréen Samsung, entre autres. Quittons-nous avec quelques images de Moscou qui abrite désormais la plus haute tour d'Europe. Il s'agit de la Mercury City. Elle est toujours en construction, mais elle vient d'atteindre les 339 mètres de haut finaux. Elle détrône donc la toute récente Shard de Londres, qui n'avait que 310 mètres de haut. Initiée par le milliardaire russe Igor Kessayev, la Mercury City compte 75 étages, 5 sous-sols, et notamment 88 000 m² de bureaux, 22 000 m² d'appartements, pour un investissement global d'1 milliard de dollars. Et cette tour doit être livrée à la fin de l'année. Quel gigantisme. Merci beaucoup Sophie pour votre chronique ce soir.